Pendant 19 ans, j'ai élevé le fils de ma sœur, tombée enceinte à 16 ans, pour sauver l'honneur familial. J'avais 22 ans et l'ai pris comme le mien. Récemment, à sa remise de diplôme, ma sœur est réapparue avec un gâteau « Félicitations de ta vraie maman ». Ce que mon fils a fait ensuite l'a brisé. Je m'appelle Mira Dubois. J'avais 41 ans lorsque ma sœur a tenté de reprendre le fils qu'elle m'avait donné 19 ans plus tôt. Elle est tombée enceinte à 16 ans. Mes parents ont paniqué. Ils ont dit qu'un bébé ruinerait le nom de la famille, ruinerait l'avenir de Vanessa, ruinerait tout. Alors, ils se sont tournés vers moi. J'avais 22 ans, j'étais célibataire, je n'avais jamais tenu un nouveau-né de ma vie. Je l'ai pris quand même, l'ai élevé seul, travaillé 2 emplois pendant ces 3 premières années, emballé ses cadeaux de Noël dans du papier journal, participé à chaque réunion parents-professeurs seul. Ma sœur a déménagé à Lyon, a terminé ses études, a obtenu son MBA, s'est mariée 2 fois, et n'a jamais décroché son téléphone pour prendre des nouvelles de son fils. Puis il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, et ma sœur est entrée dans ce gymnase avec un gâteau. Félicitations de ta vraie maman. Ce qui s'est passé à cette remise de diplôme a fait pleurer ma mère, a fait partir le petit ami de ma sœur, et a fait se lever 200 inconnus pour une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Laissez-moi vous ramener 19 ans en arrière, la nuit où ma mère a appelé à 2 heures du matin. J'ai grandi à Clairvaux-sur-Oise, en France. Population, 11 000 habitants. Le genre de ville où votre voisin connaît vos résultats scolaires avant vous. Et le caissier de l'épicerie vous demande des nouvelles de la hanche de votre grand-mère. Ma sœur Vanessa a 6 ans de moins que moi. C'était la petite dernière, la jolie, celle qui entrait dans une pièce et faisait sourire les gens par sa seule présence. J'étais l'autre. Celle qui mettait la table, faisait la vaisselle, conduisait Vanessa à son cours de danse tous les mardis et jeudis parce que ma mère disait que c'était une bonne pratique pour quand j'aurais mes propres enfants un jour. J'aimais ma sœur. Je tiens à le préciser. Je l'aimais comme les sœurs aînées aiment, avec une irritation et une tendresse si étroitement entrelacées qu'on ne peut les séparer. Notre mère, Rita, avait une philosophie simple. Vanessa était fragile. Vanessa avait besoin de protection. Vanessa était celle dont il fallait s'inquiéter. Et j'étais celle qui gérait les choses, la personne fiable, celle qu'on n'avait pas besoin de surveiller parce que je m'en sortirais. Notre père, Gérard, était d'accord avec tout ce que disait Rita. Ce n'était pas un homme cruel. C'était un homme absent, présent à table, absent de toutes les conversations importantes. J'avais 22 ans. Le printemps où tout a changé. Je venais de terminer ma licence en sciences de l'éducation à l'université de la Sorbonne. J'avais été acceptée dans un programme de master avec une bourse complète. J'avais un plan, un calendrier, un studio avec une fenêtre donnant sur un parking, que je trouvais magnifique parce que c'était le mien. Vanessa avait 16 ans. Elle était en seconde. Elle avait un petit ami nommé Théo qui conduisait une Mustang et travaillait au cinéma. Puis, une nuit de mars, notre téléphone fixe a sonné à 2 heures du matin. C'était ma mère. J'ai conduit les 40 minutes de retour chez nous dans l'obscurité. Rita était assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé qu'elle ne buvait pas. Gérard se tenait près du réfrigérateur, les bras croisés, fixant un poing sur le sol. Vanessa était à l'étage. Je pouvais l'entendre pleurer à travers le plafond. Rita n'a pas levé les yeux quand je me suis assise. Elle a poussé un morceau de papier sur la table. Une échographie. 4 mois de grossesse. 4 mois. Vanessa le savait depuis 4 mois et n'avait rien dit à personne. Les premiers mots de Rita ne concernaient pas Vanessa, ni le bébé, ni Théo, qui avait déjà cessé de répondre aux appels de Vanessa. Ses premiers mots furent « Les voisins ne doivent pas savoir ». Je me souviens de l'horloge murale qui faisait tic-tac. 2h11, le thé qui refroidissait. Gérard s'éclaircissant la gorge sans rien dire. Rita a exposé les options comme un général élabore un plan de bataille, l'adoption. Mais l'agence exigerait des papiers, et les papiers signifiaient que les gens sauraient garder le bébé. Mais Vanessa avait 16 ans, et Rita n'aurait pas de mère adolescente chez elle.
Cela ruinerait tout ce que nous avons construit, dit-elle comme si elle avait construit autre chose qu'un jardin et une réputation. Puis elle est allée au placard du couloir, est revenue avec une petite couverture jaune pliée en carré. Une couverture de bébé, en coton, délavée sur les bords. C'était la tienne, dit-elle en me la tendant. Quand tu es née? Je la tenais, douce, fine après 22 ans de rangement. Elle sentait le cèdre et la poussière. Rita s'est rassise, m'a regardée pour la première fois depuis mon arrivée. Tu dois aider. Tu es sa sœur, dit-elle. Le lendemain matin, Rita a été claire. Si je ne prenais pas le bébé, ils appelleraient une agence d'adoption d'ici vendredi. Le bébé irait chez des étrangers. Vanessa retournerait à l'école, et nous n'en parlerions plus jamais. J'ai posé la seule question qui comptait. Et Vanessa? Veut-elle garder le bébé? Rita a agité la main comme si j'avais posé une question sur la météo. Vanessa est une enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Gérard a hoché la tête. Il hochait toujours la tête. J'ai regardé Vanessa, qui était descendue et était assise sur le canapé, les genoux serrés contre sa poitrine. Elle portait un sweat à capuche 3 tailles trop grand. Son mascara était maculé sous ses yeux. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une adolescente effrayée de 16 ans qui n'avait aucune idée de ce qui arrivait à son corps ou à sa vie. Vanessa, ai-je dit. Que veux-tu? Elle a regardé Rita, puis moi, puis le sol. Je voulais partir, a-t-elle murmuré. Rita m'a pointé du doigt. Voilà, tu l'as entendu. Elle a l'école. Elle a toute sa vie devant elle. Elle a l'école. Je dois vous demander de retenir cette phrase, car je l'entendrai de nouveau. 19 ans plus tard, le pire jour de ma vie, ces 4 mots me reviendront dans un gymnase rempli de 200 personnes, et ils signifieront quelque chose de totalement différent. J'ai conduit chez moi cette nuit-là avec la couverture jaune sur le siège passager. Je n'avais pas encore dit oui, mais je n'avais pas dit non. Et dans ma famille, le silence était synonyme d'accord. 2 semaines plus tard, j'ai appelé ma mère et lui ai dit que je le ferais. J'ai retiré ma candidature au programme de master le lendemain matin. Lucas est né le 14 juillet à 15h17. 2,9 kg, une tête pleine de cheveux foncés et un cri a décollé la peinture. J'étais dans la salle d'accouchement. Vanessa était là, bien sûr, car c'était elle qui accouchait. Rita se tenait près de la porte, les bras croisés, regardant l'horloge. Gérard attendait dans le couloir, probablement en train de fixer un point sur le sol. L'accouchement a duré 11 heures. Vanessa a été courageuse. Je lui accorde ça. Elle ne s'est pas plainte. Elle a serré la barre et respiré comme l'infirmière lui disait et poussé quand on lui disait de pousser. Elle avait 16 ans et son corps faisait quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai regardé son visage à travers chaque contraction et j'ai pensé, elle est si jeune. Quand Lucas est arrivé, l'infirmière l'a nettoyé, l'a emmailloté et l'a tendu. Qui veut le tenir en premier? 3 personnes dans cette pièce. Vanessa a tourné la tête vers le mur. Rita n'a pas bougé. L'infirmière m'a regardé. Je l'ai pris. 2,9 kg. Ses yeux étaient fermés. Son poing s'est enroulé autour de mon index et il a arrêté de pleurer juste comme ça, comme s'il avait attendu la bonne personne pour le tenir. L'infirmière a demandé qui le ramenait à la maison. Silence. Le plus long silence de ma vie. Moi, ai-je dit. 3 jours plus tard, j'ai porté Lucas dans mon appartement d'une pièce de la rue des Tillelets. J'avais un lit de bébé emprunté à une collègue, une boîte de couches du magasin à prix unique, et la couverture jaune du placard de ma mère. Je l'ai emmailloté dedans cette première nuit. La même couverture qui m'avait emmailloté 22 ans plus tôt. Elle le couvrait à peine, mais elle était douce et chaude et elle était à nous. La première année m'a presque brisée. Lucas avait des coliques. Il pleurait pendant 4 heures chaque nuit entre 20h et minuit. Je tournais en rond dans mon appartement, le serrant contre ma poitrine, fredonnant des chansons que je me souvenais à moitié de mon enfance, regardant l'horloge et priant pour le silence.
Je travaillais comme assistante pédagogique à l'école élémentaire de Clairvaux-sur-Oise, de 7h45 à 15h30, puis rentrais à la maison auprès d'un nourrisson qui criait. J'ai appris à fonctionner avec 4 heures de sommeil. J'ai appris à manger debout. J'ai appris à prendre une douche en moins de 3 minutes parce que 3 minutes, c'était exactement le temps que Lucas tolérait le transat. J'ai appelé ma mère une fois à 23h, après que Lucas eut pleuré pendant 3 heures d'affilée. J'étais dans la cuisine, en jogging et chemise tachée de lait, et je pleurais aussi. Maman, j'ai besoin d'aide, ai-je dit. Juste pour une nuit, s'il te plaît. La voix de Rita était ferme. Tu as fait ton choix, Mira. Tu es une adulte. Débrouille-toi. Elle a raccroché. Vanessa, quant à elle, a déménagé à Lyon pour ses études en août. Elle avait été acceptée dans une petite école privée. Les frais de scolarité étaient payés par une combinaison de bourses et des économies de nos parents. Les mêmes économies qui, m'a-t-on dit, ne pouvaient pas couvrir les frais de pédiatre de Lucas quand j'ai demandé. En octobre, un tribunal de la famille du département du Rhône m'a accordé la garde légale de Lucas. Les documents étaient simples. Vanessa a signé les formulaires d'abandon volontaire des droits parentaux par fax depuis Lyon pendant la semaine d'intégration. J'ai rangé les papiers dans un petit coffre-fort ignifuge que je gardais sous mon lit, à côté de la couverture jaune. À côté du bracelet d'hôpital de Lucas, à côté d'une photographie de lui dormant sur ma poitrine à 4 jours, bouche ouverte, poings serrés, paisible pour la première fois depuis sa naissance. Il était à moi légalement, finalement, complètement. Laissez-moi vous donner les 5 années suivantes en instantané. Lucas a 1 an, premier pas. Il a marché de la table basse au canapé. 1 mètre d'espace ouvert, les bras tendus, souriant comme s'il avait conquis l'Everest. J'ai enregistré cela sur un téléphone à clapet qui pouvait à peine contenir 30 secondes de vidéo. J'ai toujours cette vidéo. Lucas a 2 ans. Maman fut son premier mot. Pas maman complet ou mommy, juste ma. Court, efficace, comme s'il avait déjà compris l'essentiel et n'avait pas besoin de syllabes supplémentaires. Lucas a 3 ans. J'ai commencé à enseigner à temps partiel à l'école élémentaire de Clairvaux-sur-Oise, uniquement le matin, tandis qu'une voisine nommée Nadine gardait Lucas pour 40 € par semaine. Nadine avait 6 petits-enfants et la patience d'une formation géologique. Lucas l'adorait. Lucas a 4 ans. Il pouvait lire, pas seulement des lettres, mais des mots, des phrases. Il lisait la boîte de céréales au petit déjeuner et me demandait ce que signifiait la riboflavine. J'ai dû chercher. Lucas a 5 ans, premier jour de maternelle. Je suis restée devant les portes de l'école pendant 15 minutes après qu'il soit entré, juste au cas où. Il n'a pas regardé en arrière. Il est entré avec son sac à dos Spider-Man et n'a pas regardé en arrière. Et j'étais si fière et si dévastée en même temps que je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré. Personne de la famille Dubois n'a rendu visite pendant ces 5 années. Pas une seule fois. Pas de cadeau de Noël, pas de carte d'anniversaire. Rita appelait occasionnellement pour demander comment je m'en sortais, jamais pour offrir de l'aide. Gérard a envoyé un chèque de 50 € pour le 3e anniversaire de Lucas. Pas de mots, juste le chèque. Le matin de Noël, quand Lucas avait 3 ans, juste nous deux. J'ai emballé ces cadeaux dans du papier journal parce que je n'avais pas les moyens d'acheter du papier cadeau. Il n'a pas remarqué. Il avait 3 ans. Il pensait que la page de bande dessinée faisait partie du cadeau. Quand Lucas a eu 6 ans, Vanessa a appelé. C'était un mardi soir. Je préparais des spaghettis. Lucas était à table en train de dessiner un dinosaure mangeant un vaisseau spatial. Le téléphone a sonné et l'identification de l'appelant affichait un indicatif régional de Lyon, et j'ai failli ne pas répondre parce que je pensais que c'était un démarcheur. Mira, c'est Vanessa. Sa voix avait changé. Plus profonde, plus polie, comme si elle avait pris des cours pour parler comme une adulte. Elle n'a pas demandé des nouvelles de Lucas, ni comment il allait à l'école, ni ce qu'il aimait manger, ni s'il avait encore des coliques ou s'il les avait dépassés il y a des années. Elle n'a rien demandé de tout cela.
Elle a demandé des nouvelles d'une voiture, une Toyota Camry de 2003 qu'elle avait laissée dans le garage de nos parents 6 ans plus tôt. Elle voulait savoir si elle était toujours là. Elle avait besoin de la vendre. Je termine mes études le printemps prochain, a-t-elle dit, et j'ai besoin d'argent pour la caution de mon appartement. Je lui ai dit que la voiture était probablement encore dans le garage. Elle a dit qu'elle appellerait Rita pour organiser cela. Puis elle a dit, merci. Au revoir, et a raccroché. 42 secondes. J'ai chronométré après coup parce que je ne pouvais pas croire que c'était toute la conversation. Ce soir-là, Rita a appelé. Ta sœur termine ses études le printemps prochain, major de sa promotion, en commerce et marketing. Ne lui complique pas les choses. Je ne complique rien à personne, ai-je dit. Je fais des spaghettis. Vanessa a obtenu son diplôme avec mention très bien de Sciences Po Lyon en mai suivant. Rita s'est rendue à Lyon pour la cérémonie. Gérard aussi. Ils ont fait encadrer la photo de remise de diplôme et l'ont accrochée dans le salon, passe-partout professionnel, 45 par 60 cm. La photo du premier jour d'école de Lucas était sur mon réfrigérateur, maintenue par un aimant en forme de coccinelle. Elle n'était pas du tout chez eux. Quand Lucas a eu 8 ans, 2 choses se sont produites qui ont changé la trajectoire de ma vie. La première, le lycée de Clairvaux-sur-Oise m'a offert un poste à temps plein d'assistante d'éducation spécialisée, avec une possibilité de devenir coordinatrice si je terminais mon master. Le salaire était de 43 000 € par an. Avantages inclus. Pour une mère célibataire qui vivait avec un salaire d'assistante pédagogique et des courses soigneusement calculées, ce chiffre ressemblait à une fortune. La seconde, Lucas m'a posé une question pendant que je faisais la vaisselle. Tante Mira, pourquoi je n'ai pas de maman et de papa comme les autres enfants? Mes mains ont cessé de bouger. L'eau a continué de couler. Une assiette a glissé et a teinté contre le fond de l'évier. Il était assis à la table de la cuisine derrière moi. Devoirs étalés, crayon à la main, me regardant avec ses yeux sombres et sérieux qui étaient déjà trop perspicaces pour un enfant de 8 ans. J'ai coupé l'eau, me suis séché les mains, me suis assise en face de lui. Lucas, je t'aime plus que tout au monde. Ta mère de naissance t'aime aussi, à sa manière. Mais c'est moi qui suis là. C'est moi qui serai toujours là. Il a étudié mon visage. 8 ans et déjà lisant les gens comme des livres ouverts. Je sais, a-t-il dit. Je voulais juste t'appeler maman au lieu de tante Mira. C'est d'accord? Je n'avais pas pleuré depuis des années. Ni quand Rita avait refusé d'aider. Ni quand Vanessa avait appelé pour une voiture au lieu de son fils. Ni quand Noël était passé sans une carte de qui que ce soit. Mais quand un garçon de 8 ans a demandé la permission de m'appeler maman, j'ai craqué. Il s'est levé de sa chaise, a fait le tour de la table et m'a serré dans ses bras. Petits bras, prise forte. Il sentait les copeaux de crayon et le jus de raisin. C'est bon, maman, dit-il pour la première fois. Cette nuit-là, après que Lucas soit allé se coucher, je suis restée assise à la table de la cuisine pendant longtemps. J'ai pensé à appeler Rita, à dire « Ton petit-fils vient de m'appeler maman ». Et ce fut le meilleur et le plus triste moment de ma vie, et j'ai besoin que tu me dises que je me débrouille bien. Je n'ai pas appelé parce que je savais déjà ce qu'elle dirait. Elle me dirait de ne pas embrouiller Lucas. Elle me dirait que Vanessa était sa vraie mère. Elle me dirait que j'allais trop loin. Au lieu de cela, j'ai ouvert le coffre-fort ignifuge sous mon lit, j'ai sorti les papiers de garde légale, je les ai lus à la lumière de ma lampe de chevet. Mon nom sur chaque ligne, Mira Ligne Dubois, tutrice légale, Vanessa Marie Dubois, signature de la mère biologique, renonçant à tous les droits de garde, notariés, estampillés, déposés au département du Rhône. Sous les papiers se trouvait la couverture jaune. Je l'avais gardée pliée dans le coffre-fort depuis que Lucas l'avait dépassé à 5 ans. Il la portait partout, à l'épicerie, au lit, à la baignoire. Elle était effilochée au coin et il manquait un quart de ses coutures d'origine. Elle sentait le shampoing pour bébé et les années. Je la tenais encore quand j'ai entendu un petit coup à ma porte. Lucas se tenait là dans son pyjama dinosaure. Maman, je n'arrive pas à dormir. Moi non plus, ai-je dit.
Il a grimpé dans mon lit, a vu la couverture dans mes mains, l'a tendue. C'est ma couverture de bébé, a-t-il dit. Il ne l'avait pas vue depuis 3 ans. C'était la mienne en premier, ai-je dit. Avant que ce soit la tienne. Il l'a prise de mes mains, a étudié les bords effilochés, puis il l'a pliée soigneusement, trop soigneusement pour un enfant de 8 ans, et l'a replacée dans le coffre-fort. Nous devrions la garder en sécurité, a-t-il dit. C'est important. C'était plus qu'il ne le savait. J'ai dit toute la vérité à Lucas quand il a eu 13 ans. Nous étions assis sur le porche un dimanche après-midi. Il posait des questions depuis des mois, pas des questions directes, mais des questions qui tournaient. Pourquoi grand-mère Rita le présentait-elle toujours comme le fils de Vanessa? Pourquoi n'y avait-il aucune trace de sa naissance dans nos albums photos de famille? Pourquoi n'avait-il jamais rencontré Théo? Alors, je lui ai tout raconté. Je lui ai raconté l'appel téléphonique à 2 heures du matin, l'ultimatum de Rita, la couverture jaune et les 40 minutes de route de retour dans l'obscurité. Je lui ai dit que Vanessa avait 16 ans, qu'elle avait peur et qu'elle n'était pas prête. Je lui ai parlé des faits, des documents légaux, du fait que sa mère biologique n'avait pas appelé, écrit ou rendu visite en 13 ans. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas dit que Vanessa était une mauvaise personne. Je n'ai pas dit que Rita avait tort. Je lui ai juste raconté ce qui s'était passé, dans l'ordre, tel que cela s'était produit. Lucas a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il s'est levé, est entré et a fermé la porte de sa chambre. Il n'en est pas sorti pendant 2 jours. Le 3e matin, il est apparu à la table de la cuisine, déjà habillé pour l'école. J'avais fait des œufs brouillés. Il s'est assis, a pris sa fourchette, a mangé 3 bouchées. Puis il a dit, je ne suis pas en colère contre elle. Contre Vanessa, ai-je demandé. Contre aucun d'entre eux. Je suis juste triste pour elle. Elle a tout manqué. Il est allé à l'école. Je suis resté à table pendant encore 20 minutes, tenant une spatule, ne respirant pas correctement. Lucas n'a pas arrêté de m'appeler maman. Il n'a pas demandé à rencontrer Vanessa. Il n'a pas demandé à appeler Rita ou Gérard. Il a juste continué d'avoir 13 ans. Maladroit, brillant, grandissant de 7 cm cet été-là. Et il a continué d'être à moi. Pendant que j'élevais Lucas, Vanessa accumulait les réalisations. MBA de HEC Paris, directrice marketing dans une agence spécialisée à Paris à 28 ans. Bureau d'angle, voiture de fonction, le genre de carrière qui fait bien sur LinkedIn. Elle a également accumulé les mariages. Les 2 premières années, son nom était Benoît. Je ne l'ai jamais rencontré. Le second a duré 14 mois. Son nom était Marco. Je ne l'ai jamais rencontré non plus. Chaque fois que Vanessa divorçait, Rita m'appelait, non pas pour demander comment allait Lucas, ni pour me dire ce que le fils de Vanessa avait eu à son examen de maths ou qu'il avait figuré au tableau d'honneur pour la 4e fois d'affilée. Elle appelait pour me dire de ne pas ajouter au stress de Vanessa. Ta sœur traverse une période difficile, a dit Rita après le 2e divorce. Elle n'a pas besoin d'être jugée par qui que ce soit en ce moment. Je n'ai pas parlé à Vanessa depuis 3 ans, ai-je dit. Bien. Continue comme ça. Laisse-la guérir. Ma sœur s'est mariée 2 fois, a divorcé 2 fois, et jamais elle n'a envoyé à Lucas une carte d'anniversaire. Le 14 juillet venait et partait, année après année, et la boîte aux lettres restait vide. Pas de carte, pas d'appel, pas de SMS. La poste connaissait mon adresse. Elle ne l'utilisait tout simplement pas. Pendant ce temps, j'ai terminé mon master. Il m'a fallu 4 ans de cours du soir tout en travaillant à temps plein et en élevant Lucas. J'ai obtenu mon diplôme quand Lucas avait 8 ans. Personne de ma famille n'a assisté non plus à ma remise de diplôme. Claire Mercier, une collègue devenue ma plus proche amie, était assise au 3e rang et a applaudi assez fort pour 10 personnes. Je suis devenue coordinatrice de l'éducation spécialisée au lycée de Clairvaux-sur-Oise l'année suivante. Personne n'a appelé pour me féliciter, mais ce n'était pas grave. J'avais arrêté d'attendre cet appel vers la 4e année.
Le Thanksgiving où Lucas avait 15 ans a été la première fois où je l'ai amené chez mes parents depuis des années. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté d'y aller. Peut-être pensais-je que les choses avaient changé. Peut-être voulais-je que Lucas vive l'expérience d'une grande table de fête au moins une fois. Peut-être en avais-je marre de faire semblant que la famille Dubois n'existait pas. Nous avons conduit les 40 minutes jusqu'à Clairvaux-sur-Oise. Lucas portait une chemise boutonnée qu'il avait choisie lui-même. Il était nerveux. Je pouvais le dire parce qu'il n'arrêtait pas d'ajuster son col dans le rétroviseur du siège passager. La maison était pleine. Rita avait invité des cousins, une tante, 2 voisins. La table était mise pour 14 personnes. Dinde, purée de pommes de terre, gratin de haricots verts, un Thanksgiving normal, le genre que l'on voit dans les films. Rita nous a accueillis à la porte. Elle a serré Lucas dans ses bras. Bref, performant. Puis elle l'a conduit dans la salle à manger et l'a présenté à un cousin qu'il n'avait jamais rencontré. C'est le fils de Vanessa, Lucas. Pas le fils de Mira. Pas notre petit-fils, que Mira élève seul depuis 15 ans. Même pas Lucas. Juste le fils de Vanessa. La main de Lucas a trouvé la mienne sous la table. Il a serré. 15 ans. Et il comprenait la dynamique mieux que quiconque dans cette pièce. Gérard a découpé la dinde. Rita a versé du vin. Personne n'a demandé à Lucas des nouvelles de l'école, de ses notes, du projet de sciences qui avait remporté la 2e place au niveau départemental. Personne ne m'a demandé quoi que ce soit. Après le dessert, Rita m'a coincé dans la cuisine. C'était gentil de l'amener, a-t-elle dit en chargeant le lave-vaisselle. Vanessa sera contente de savoir qu'il va bien. Alors peut-être que Vanessa devrait lui demander elle-même, ai-je dit. Rita m'a lancé le regard, celui qui disait, tu es encore difficile. Nous sommes rentrés chez nous en silence. Lucas a brisé le premier, je n'ai pas besoin d'y retourner, maman. La première année de lycée de Lucas a été celle où j'ai réalisé qu'il n'était pas seulement intelligent. Il était remarquable. Déjà depuis la seconde, des classes exigeantes à la suite, capitaine de l'équipe de débat, tuteur bénévole au centre communautaire tous les samedis matins. Ses professeurs m'arrêtaient dans le couloir pour dire des choses comme doué et exceptionnel et avez-vous envisagé une entrée anticipée à l'université? Je n'avais rien envisagé d'autre que de m'assurer qu'il dînait tous les soirs et qu'il avait des vêtements propres pour l'école. Tout le reste, les notes, l'ambition, la discipline silencieuse, c'était tout Lucas. Sa conseillère d'orientation m'a convoqué pour une réunion en octobre. Lucas est en bonne voie pour être major de promotion, a-t-elle dit. Son essai est l'un des plus solides que j'ai lu en 20 ans. J'ai demandé de quoi parlait l'essai. Elle a glissé une copie imprimée sur le bureau. Le titre était centré en haut en Times New Roman 12 points, la femme qui m'a choisi. Je l'ai lu sur le parking de l'école parce que je ne pouvais pas le lire devant une autre personne. Je me suis assise dans ma Honda, moteur coupé et vitres fermées, et j'ai lu chaque mot. Il a écrit sur la nuit où je l'ai ramené de l'hôpital. Sur la couverture jaune. Sur l'apprentissage du vélo sur le parking de notre immeuble parce que nous n'avions pas d'allée. Sur les matins de Noël avec du papier journal en guise de papier cadeau. Sur la nuit où il a demandé à m'appeler maman et j'ai pleuré. Il a écrit, la biologie est un accident. L'amour est une décision. Ma mère a pris cette décision chaque jour pendant 19 ans et elle n'a jamais demandé de reconnaissance. Je suis restée dans cette voiture pendant 20 minutes avant de pouvoir conduire. Le parking s'est vidé autour de moi. Le soleil s'est couché. J'ai tenu cet essai contre le volant et je me suis laissé ressentir chaque année. 2 mois avant la remise des diplômes, Lucas m'a montré la discussion de groupe. Il est rentré de l'école un mercredi et a posé son téléphone sur le comptoir de la cuisine. Écran vers le haut. Maman, tu dois voir ça. C'était un message de groupe familial. Rita, Gérard, Vanessa, tante Patricia, oncle David. Quelqu'un avait ajouté Lucas au fil par accident. Probablement Rita, qui pouvait à peine utiliser son téléphone un bonjour. Les messages remontaient à 2 ans. Je les ai fait défiler,
assise à la table de la cuisine pendant que Lucas se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, me regardant. Rita, il y a 14 mois, quand Vanessa sera prête, elle reprendra Lucas. Mira le garde juste pour l'instant. Vanessa, même fil, 3 jours plus tard, donnez-moi encore quelques années. Je suis en train de remettre ma vie en ordre. Gérard, emoji pouce levé. Tante Patricia, pauvre Vanessa. Elle a tellement traversé. Oncle David, Mira devrait être reconnaissante d'avoir pu avoir un enfant. J'ai lu chaque message 2 fois. Mes mains étaient fermes parce qu'elles devaient l'être. La cuisine était silencieuse, à l'exception du réfrigérateur qui ronronnait. 2 ans. Pendant 2 ans, ma famille avait discuté du retour de mon fils comme s'il s'agissait d'une tondeuse empruntée. Comme si je le gardais temporairement jusqu'à ce que Vanessa soit prête à le récupérer. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé Lucas. Pourquoi ne m'as-tu pas montré ça plus tôt? Parce que je ne voulais pas que tu les perdes, a-t-il dit. Même s'il ne te mérite pas 17 ans, debout dans ma cuisine, me protégeant de ma propre famille. Je n'ai pas appelé Rita. Je n'ai pas appelé Vanessa. Je n'ai pas crié, pleuré ou jeté quoi que ce soit. Je suis allée dans la chambre, j'ai ouvert le coffre-fort ignifuge et j'ai vérifié les papiers de garde, chaque page, chaque signature, chaque cachet de notaire. Puis j'ai fermé le coffre-fort et je suis retournée préparer le dîner. Si vous avez déjà été celle sur qui tout le monde s'appuie, mais que personne ne remercie, si vous avez été la personne fiable pendant qu'une autre recevait les applaudissements, alors vous savez exactement ce que l'on ressent. Appuyez sur le bouton d'abonnement et restez avec moi, car ce qui se passe à la remise des diplômes est quelque chose que je n'arrive toujours pas à croire que Lucas ait eu le courage de faire. Cette nuit-là, après le dîner, Lucas et moi nous sommes assis sur le porche. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quand tu as vu les messages pour la première fois, ai-je demandé à nouveau. Il est resté silencieux un moment. Les grillons ont rempli le silence. Parce que tu aurais confronté grand-mère, a-t-il dit. Et ensuite elle t'aurait complètement coupé. Et même si elle ne te traite pas bien, je sais que tu l'aimes toujours. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle tu perdais ta mère. J'ai voulu argumenter. J'ai voulu dire que Rita avait perdu le droit d'être appelée ma mère il y a des années, mais la vérité était plus compliquée que cela. Comme la vérité l'est toujours quand il s'agit de famille. Lucas, toi et moi sommes une famille. Nous le sommes depuis le jour où je t'ai ramené à la maison. Quoi qu'il pense, quoi qu'il prévoie, cela ne change pas ce qui est légalement et réellement vrai. Tu es mon fils. Il a hoché la tête. Je sais. Je l'ai toujours su. Je n'ai confronté personne. Je n'ai pas transféré les captures d'écran. Je ne les ai pas publiées en ligne ni envoyées à un avocat. Je n'ai rien fait des choses dramatiques que vous pourriez attendre. Ce que j'ai fait était silencieux. J'ai ouvert le coffre-fort ignifuge sous mon lit. J'ai vérifié chaque document. Papier de garde valide. Renonciation volontaire signée et notariée. Dossier d'inscription scolaire. Mon nom sur chaque ligne de contact d'urgence pendant 19 ans. Dossiers médicaux. Ma signature sur chaque formulaire de consentement depuis sa première vaccination. J'ai aussi trouvé la couverture jaune pliée dans un coin du coffre-fort, décolorée, effilochée, sentant faiblement quelque chose que je ne pouvais plus nommer. Je l'ai tenue un instant, puis je l'ai remise et j'ai fermé le coffre-fort. S'il voulait se battre, les papiers étaient prêts. Mais je n'allais pas commencer. 6 semaines avant la remise des diplômes, Rita a appelé avec des nouvelles. Elle n'a pas posé de questions sur l'annonce de Lucas en tant que major de promotion. Elle n'a pas posé de questions sur la cérémonie ou si elle devait apporter quelque chose. Elle a appelé pour parler de Vanessa. Ta sœur a rencontré quelqu'un, a dit Rita. La façon dont les gens annoncent des gains à la loterie. Il s'appelle Antoine Lambert. Il est dans l'immobilier. Très prospère, très traditionnel. Il veut une famille, Mira. Une vraie famille. Je me suis appuyée contre le comptoir de la cuisine et j'ai écouté. Vanessa lui a parlé de Lucas, de la complexité de la situation, de la façon dont la situation familiale l'avait forcé à faire un choix difficile.
Quel choix était-ce, ai-je demandé. Tu sais ce que je veux dire. Le choix de te laisser aider. Me laisser aider. C'est ainsi que ma mère a décrit 19 ans de monoparentalité. Me laisser aider. Antoine est très touché, a poursuivi Rita. Il pense que Vanessa est courageuse. Il veut rencontrer Lucas. Cela pourrait être la chance de Vanessa. Mira, sa chance d'avoir enfin tout ce qu'elle mérite. Sa chance. Pas la chance de Lucas de connaître sa mère biologique. Pas une chance pour la famille de guérir. Pas une chance pour moi d'obtenir enfin une reconnaissance. La chance de Vanessa. C'est la phrase que ma mère a utilisée. La remise des diplômes de mon fils, l'enfant que j'avais élevé pendant 19 ans. Et ma mère y voyait une opportunité pour Vanessa. Antoine ne connaît pas toute l'histoire, n'est-ce pas, ai-je dit. Il sait ce qu'il a besoin de savoir. Il ne sait pas qu'elle a renoncé à ses droits par fax pendant la semaine d'intégration. Silence. Puis, ne lui gâche pas ça. J'ai raccroché, suis sortie, me suis assise sur les marches du porche pendant 30 minutes, regardant les lampadaires s'allumer un par un. Des lucioles, des tondeuses à gazon au loin. Lucas est sorti avec 2 verres d'eau, s'est assis à côté de moi. Grand-mère a appelé, a-t-il demandé. Oui. À propos de tante Vanessa. Ce n'est pas ta tante. Je sais, mais c'est plus facile. 3 semaines plus tard, Lucas est entré dans la cuisine, tenant son téléphone. Elle m'a envoyé un message. J'étais en train de corriger des copies à table, stylo rouge à la main, pile de rapports de suivi individualisés. Il a tourné l'écran vers moi. Message direct Instagram d'un compte avec une photo de profil professionnel et 4000 abonnés. Salut beau gosse. Je sais que ça sort de nulle part, mais je suis ta mère de naissance. J'ai pensé à toi tous les jours. J'adorerais te rencontrer. Je viens bientôt en ville. Suivi de 3 émojis cœur et d'un visage souriant. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé mon stylo rouge, j'ai regardé Lucas. Il me regardait comme il le faisait toujours quand quelque chose d'important se passait. Tranquillement, attentivement, mesurant ma réaction avant de former la sienne. Que veux-tu faire, ai-je demandé. Je ne sais pas. Que devrais-je faire? C'est ta décision, Lucas. Pas la mienne. Il s'est assis, y a réfléchi pendant 2 bonnes minutes. Puis il a tapé une réponse. Courte, polie, froide. Bonjour, merci de m'avoir contacté. J'apprécie que vous pensiez à moi. Pas de « maman ». Pas d'émoji cœur. Pas de « j'adorerais vous rencontrer ». Juste une reconnaissance superficielle qu'un message avait été reçu. Vanessa a répondu dans les 90 secondes. J'ai hâte de te voir à la remise des diplômes. J'amène quelqu'un de spécial que je veux te présenter. Lucas l'a lu. Puis il a verrouillé son téléphone et l'a posé face cachée sur la table. J'ai pensé à Vanessa à 16 ans signant des papiers par fax depuis une résidence étudiante et à Vanessa à 35 en tapant « J'ai pensé à toi tous les jours » avec 3 émojis cœur. Même personne, même évitement, police différente. Elle à l'école. J'ai pensé à toi tous les jours. 2 phrases, 19 ans d'écart. La première était au moins honnête. 6 semaines avant la remise des diplômes, l'école a officialisé. Lucas Dubois, major de promotion 2026. J'ai reçu l'appel du bureau de la principale Dupont un mardi matin entre la 2e et la 3e période. J'étais au milieu d'une réunion de suivi individualisé pour un élève dyslexique. Je me suis excusée, suis sortie dans le couloir et j'ai écouté la principale Dupont me dire que mon fils avait la moyenne la plus élevée d'une classe de 312 élèves. Il prononcera le discours du major de promotion lors de la cérémonie, a dit Madame Dupont. 5 à 7 minutes. Il peut choisir son propre sujet. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, je me suis appuyée contre le mur du couloir un instant. Une élève de seconde est passée et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien. J'allais mieux que bien. Ce soir-là, j'ai tout dit à Lucas. Il a souri.
Le sourire calme et contenu qu'il n'avait hérité de personne de la famille Dubois car il était entièrement le sien. J'ai déjà commencé à écrire le discours, a-t-il dit. Puis-je le lire? Pas encore. Tu l'entendras à la cérémonie. Pendant les 6 semaines suivantes, je l'ai entendu s'entraîner derrière la porte fermée de sa chambre. Lire à haute voix, faire des pauses, relire. Parfois, j'entendais un silence qui durait 5 ou 10 minutes, et je savais qu'il était en train de réécrire quelque chose. J'ai acheté une nouvelle robe pour la première fois en 3 ans. Claire m'a aidé à la choisir. Bleu marine, simple, assez confortable pour s'asseoir sur une chaise en plastique pendant 2 heures. Claire a dit que j'avais l'air d'aller à un dîner d'État. Je lui ai dit que j'allais à quelque chose de mieux. Lucas a repassé sa propre chemise. Il repassait sa propre chemise depuis qu'il avait 14 ans. Je lui avais appris. Il était meilleur que moi. 2 semaines, puis 1 semaine, puis 3 jours. La cérémonie approchait, et Vanessa aussi. L'appel téléphonique est arrivé un jeudi soir, 9 jours avant la remise des diplômes. Le numéro de Rita. J'ai failli le laisser sonner. Presque. Vanessa sera à la cérémonie, a dit Rita. Pas de salutations, pas de bavardage. Elle amène Antoine. Ils arrivent de Paris. Bien. Ne fais pas de scène, Mira. Je n'ai jamais fait de scène de ma vie. Bien, parce que c'est un jour important pour Vanessa. J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille et je l'ai fixé. Un jour important pour Vanessa, pas pour Lucas, celui qui obtenait son diplôme. Pas pour moi, celle qui l'avait aidé avec ses devoirs tous les soirs pendant 13 ans. Pour Vanessa, celle qui arrivait en avion avec un nouveau petit ami pour jouer le rôle de mère devant un public. Elle apporte un gâteau, a ajouté Rita. Quelque chose de spécial pour fêter ça. C'est gentil, ai-je dit, parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire. J'ai raccroché, je me suis assise sur le porche. C'était mai. L'air sentait l'herbe coupée et le magnolia. J'entendais l'arroseur du voisin cliqueter. Après 15 minutes, Lucas est sorti avec 2 verres de limonade. Il s'est assis à côté de moi. Nous avons bu en silence un moment. Elle vient, ai-je dit. Je sais. Avec Antoine. J'ai deviné. Est-ce que ça te va? Il a posé son verre sur la balustrade du porche, m'a regardé avec ses yeux sombres et stables. Maman, je vais bien depuis longtemps. J'allais bien quand j'avais 8 ans et que je t'ai demandé de t'appeler maman. J'allais bien quand j'avais 13 ans et que tu m'as dit la vérité. J'allais bien quand j'ai lu la discussion de groupe et je vais bien maintenant. Il s'est levé, m'a serré l'épaule. Elle peut amener qui elle veut. Elle peut amener un gâteau et une banderole et une fanfare. Ça ne changera rien. Il est rentré. Je suis restée sur le porche jusqu'au coucher du soleil. Matin de la remise des diplômes. Je me suis réveillée à 5h30. Impossible de me rendormir, j'ai fait du café, me suis assise à la table de la cuisine, écoutant la maison respirer. La toge et le mortier de Lucas étaient suspendus au dossier de la chaise de la salle à manger, bleu marine, pompon doré. Je les avais récupérés au bureau de l'école il y a 3 jours et les avais repassés à basse température, un linge humide entre le polyester et la plaque, comme ma mère m'avait appris à repasser quand j'avais 10 ans. Lucas est descendu à 7h, douché, rasé. Il se rasait depuis 2 ans maintenant, bien qu'il n'y ait presque rien à raser, et il était habillé d'une chemise blanche boutonnée et d'un pantalon foncé. « Comment te sens-tu » ai-je demandé. Affamé. J'ai fait des œufs, du pain grillé, du jus d'orange. Nous avons mangé dans un silence confortable. La lumière du matin entrait par la fenêtre de la cuisine et frappait le salier juste comme il fallait, projetant un petit arc-en-ciel sur la table. Puis-je voir le discours, ai-je demandé une dernière fois. Tu l'entendras, a-t-il dit, du 3e rang. Après le petit déjeuner, il est allé dans sa chambre pour finir de se préparer. J'ai fait la vaisselle, les sécher, les ranger. Puis je suis allée m'habiller. Quand je suis redescendue, Lucas se tenait dans le couloir, ajustant son mortier dans le miroir. J'ai remarqué quelque chose dans sa main. Petit,
jaune, plié. La couverture de bébé jaune d'il y a 19 ans. Bord effiloché, couture manquante. Il la glissait dans la poche intérieure de son gilet. Il m'a vu regarder, a maintenu mon regard dans le miroir. Pour la chance, a-t-il dit, puis il a souri. Je n'ai rien demandé d'autre. J'ai pris mes clés de voiture. Claire nous rejoignait à l'école. Le gymnase était à 20 minutes. Il aurait tout aussi bien pu être une salle d'audience. Le gymnase du lycée de Clairvaux-sur-Oise peut accueillir 400 personnes. Ce jour-là, toutes les places étaient occupées. Des rangées de chaises en plastique sur le sol du gymnase, une petite scène à l'avant avec un podium, un microphone et une banderole où était écrit « Promotion 2026 ». L'orchestre de l'école s'accordait dans un coin, 3 violons, un violoncelle, 2 flûtes et un enfant avec un tuba qui avait l'air de souhaiter être ailleurs. Claire et moi avons trouvé des places au 3e rang, côté gauche, assez près pour voir le podium. Assez près pour voir Lucas quand il traverserait la scène. J'ai lissé ma robe, posé mon sac sous ma chaise, croisé les mains sur mes genoux. Puis les doubles portes à l'arrière du gymnase se sont ouvertes. Vanessa est entrée comme si elle entrait dans un gala. Robe portefeuille vert émeraude, cheveux auburn en vague lâche passant ses épaules, talons qui claquaient sur le parquet, sourire assez large pour être vu de la scène. Antoine était à ses côtés, costume gris, montre argentée, cheveux poivre et sel peignés avec précision. Il se tenait comme les hommes riches se tiennent, épaules en arrière, menton levé, scrutant la pièce comme s'il envisageait de l'acheter. Derrière eux, Rita et Gérard. Rita portait un chemisier fleuri et du rouge à lèvres qu'elle ne mettait que pour les occasions spéciales. Gérard portait une cravate qui ne correspondait pas à sa chemise. Et dans les mains de Rita, posé sur un plateau en plastique avec une nappe en papier dessous, un gâteau, glaçage blanc, lettrage rose, le genre que l'on commande dans une boulangerie de supermarché avec 24 heures de préavis. Félicitations de ta vraie maman. 200 personnes dans la salle, des familles trouvant leur place, des élèves faisant la queue dans le couloir, et ma mère marchait dans l'allée centrale portant un gâteau qui prétendait que mon fils appartenait à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Claire a tendu la main et a pris la mienne. Avant le début de la cérémonie, Vanessa a fait son coup. Elle a marché directement vers la zone de rassemblement où les diplômés faisaient la queue. La sécurité ne l'a pas arrêtée parce qu'elle a souri aux parents bénévoles à la porte et a dit « Je suis la mère de Lucas Dubois ». Et techniquement, biologiquement, elle ne mentait pas. J'ai regardé de ma place comment elle a trouvé Lucas dans la file. Elle l'a serré dans ses bras, une étreinte théâtrale complète. Les 2 bras enroulés autour de lui, la tête inclinée pour une visibilité maximale. Lucas est resté rigide, ses bras sont restés le long de son corps. Antoine est resté en arrière, observant. Rita rayonnait à 3 rangées derrière moi, le gâteau équilibré sur ses genoux. Puis Vanessa s'est retournée. Elle a marché vers moi, talons claquants, sourire figé. Elle s'est arrêtée au bout de ma rangée et s'est penchée assez près pour que les gens derrière nous puissent entendre. Mira, merci beaucoup d'avoir pris soin de mon fils toutes ces années. Tu as été une baby-sitter incroyable. Elle a fait une pause, a posé sa main sur mon épaule, mais je suis là maintenant. Je prends le relais. Baby-sitter. 19 ans. 4000 déjeuners scolaires. 300 réunions parents-professeurs. 11 000 histoires au coucher. 16 ans d'aide aux devoirs. Des matins de Noël. 19 gâteaux d'anniversaire que j'ai cuisinés moi-même parce que les gâteaux de pâtisserie coûtaient 40 € et c'était une semaine de course. Baby-sitter. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne savais pas quoi dire. J'avais 19 ans de choses à dire. Je n'ai pas répondu parce que j'ai vu Lucas nous regarder depuis la zone de rassemblement. Il se tenait très immobile. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient fixés sur les miens. Et dans ses yeux, j'ai lu un message aussi clairement que s'il l'avait prononcé à voix haute, « Attends-moi ». Alors j'ai attendu. La cérémonie a commencé à 10 heures pile. La principale Dupont a accueilli les familles. L'orchestre de l'école a joué quelque chose de classique que personne n'a reconnu.
La directrice académique a prononcé un discours sur l'avenir et les possibilités et l'importance de la communauté qui a duré 12 minutes et contenait pas moins de 6 métaphores sportives. Puis les diplômés ont commencé à traverser la scène. Un par un, nom appelé, diplôme reçu, poignée de main, sourire, photographie. 263 diplômés par ordre alphabétique. Vanessa s'était déplacée au 2e rang, directement devant moi. Elle avait son téléphone en mode enregistrement. Chaque fois qu'un élève traversait la scène, elle le baissait. Quand quelqu'un nommé Samantha Ruiz a traversé, Vanessa s'est penchée vers Antoine et a murmuré quelque chose. Antoine a hoché la tête. Il avait l'air à l'aise. Il avait l'air d'un homme qui croyait chaque mot que sa petite amie lui avait dit sur son passé. Rita était assise au bout de la rangée avec le gâteau sur ses genoux. Elle le gardait comme s'il contenait des secrets d'État. Gérard était assis à côté d'elle, les mains sur les genoux, fixant droit devant lui. Je suis restée assise sur ma chaise, les mains croisées. Claire était à côté de moi, son téléphone dans son sac à main, son attention sur la scène. Elle était la seule personne dans ce gymnase qui connaissait toute l'histoire, la discussion de groupe, les faits, les 19 ans. Dubois, Lucas. J'ai entendu son nom et tout le reste a disparu. Le gymnase, la foule, le gâteau, la robe émeraude de Vanessa, la montre argentée d'Antoine, tout a disparu. Lucas a traversé la scène, grand, stable, mortier parfaitement droit. Il a serré la main de la directrice académique, a reçu son diplôme et m'a regardé au 3e rang. Il a fait un clin d'œil. Puis il a marché vers le podium parce que l'élément suivant au programme était le discours du major de promotion et que chaque personne dans ce gymnase allait apprendre qui était vraiment Mira Dubois. Lucas a ajusté le microphone, s'est éclairci la gorge, a déplié un morceau de papier. « Bonjour », a-t-il dit. Sa voix était claire, calme, projetée comme je lui avais appris quand il avait 12 ans et qu'il faisait sa première présentation de lecture. Diplômé, famille, professeur. Merci d'être là. Il a commencé par le matériel attendu. La désorientation de la seconde, le mystérieux plat de la cantine. Ce professeur suppléant qui a montré des films pendant 6 semaines d'affilée. La foule a ri. Vanessa a ri le plus fort, sa main sur le bras d'Antoine. Il a parlé de ce que Clairvaux-sur-Oise lui avait appris, des professeurs qui restaient tard, du concierge qui connaissait le nom de chaque élève, de la bibliothécaire qui gardait une réserve secrète de barres granola pour les enfants qui venaient à l'école affamés. Il était bon, naturel, chaleureux, sans être sentimental. Le public était avec lui. Puis il a fait une pause. Il a baissé les yeux sur le papier dans ses mains, l'a étudié pendant 3 secondes, 5. Puis il l'a plié soigneusement, délibérément, comme il pliait la couverture jaune quand il avait 8 ans. Il l'a posé sur le podium et a commencé à parler sans notes. J'ai préparé ce discours pendant 6 semaines, a-t-il dit. J'ai écrit 9 brouillons, mais j'ai réalisé ce matin que la chose la plus importante que je veux dire ne se trouve sur aucune de ces pages. Le gymnase est devenu silencieux. Le genre de silence particulier qui se produit lorsque 200 personnes réalisent simultanément que quelque chose d'inattendu arrive. Vanessa souriait toujours. Elle s'est penchée légèrement en avant. Son téléphone enregistrait. Elle pensait qu'il allait parler d'elle. Je pouvais le voir à la façon dont elle redressait sa posture, à la façon dont elle serrait la main d'Antoine. Elle se préparait pour son moment. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. La personne que je veux le plus remercier aujourd'hui, a dit Lucas, n'est pas un professeur, pas un entraîneur, pas un ami. C'est une femme qui avait 22 ans quand on lui a remis un nouveau-né et qu'on lui a dit « C'est votre responsabilité maintenant ». Le gymnase était silencieux. Elle n'avait jamais changé une couche. Elle n'avait jamais chauffé un biberon. Elle venait d'être acceptée dans un programme de master avec une bourse complète et elle y a renoncé. Le lendemain matin, sans hésitation. Il a fait une pause. A laissé les mots s'installer. Elle a emménagé dans un appartement d'une pièce et elle s'est débrouillée. 4 heures de sommeil par nuit la première année. Salaire d'assistante pédagogique, couche du magasin à prix unique. Elle emballait mes cadeaux de Noël dans du papier journal parce qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter du papier cadeau.
Quelque part au fond du gymnase, quelqu'un a reniflé. Une mère, probablement. Quelqu'un qui reconnaissait l'épuisement profond dans ses détails. Elle est retournée à l'école quand j'avais 5 ans. Cours du soir, 4 ans. Elle a obtenu un master en éducation spécialisée, et personne de sa famille n'est venu à sa cérémonie. Une amie était assise au 3e rang et a applaudi assez fort pour 10 personnes. Claire m'a serré la main si fort que j'ai perdu la sensation dans mes doigts. Elle m'a aidé avec mes devoirs tous les soirs pendant 13 ans. Elle m'a appris à cuisiner, à faire la lessive, à serrer la main fermement et à regarder les gens dans les yeux. Elle m'a appris à repasser une chemise et à changer un pneu et à écrire une carte de remerciement à la main. Elle est venue à chaque réunion parents-professeurs, à chaque pièce de théâtre scolaire, à chaque cérémonie de remise de prix. Elle n'en a jamais manqué une. Vanessa ne souriait plus. Son téléphone était toujours en train d'enregistrer, mais sa main était retombée sur ses genoux. Elle regardait Lucas avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Confusion, puis reconnaissance, puis peur. Lucas m'a regardé directement. 3e rang, côté gauche. Ce n'est pas la femme qui m'a donné naissance, a-t-il dit. Mais c'est la femme qui m'a choisi chaque jour pendant 19 ans sans rien demander en retour. Sans se plaindre, sans abandonner. Sa voix n'a pas tremblé. Ses mains n'ont pas tremblé. Il se tenait à ce podium avec la maîtrise de quelqu'un qui avait passé 19 ans à apprendre la maîtrise de la personne la plus maîtresse qu'il connaissait. Elle s'appelle Mira Dubois. Elle est ma mère. Le gymnase a éclaté. 200 personnes applaudissant, certaines debout, quelques-unes s'essuyant les yeux. Claire pleurait ouvertement. La professeure d'orchestre dans le coin se tamponnait le visage avec une feuille de programme. La principale Dupont, debout près des marches de la scène, a pressé sa main sur son cœur. Je ne pouvais pas bouger. J'étais assise sur ma chaise en plastique, les larmes coulant sur mon visage et les mains croisées sur mes genoux, exactement là où elles avaient été pendant les 45 dernières minutes, sauf que maintenant elles tremblaient. Vanessa était assise 2 rangées devant moi. Elle avait cessé d'applaudir. Son téléphone était sur ses genoux, enregistrant toujours le plafond. Antoine la regardait, puis moi, puis Lucas sur la scène, puis de nouveau Vanessa. Rita était assise au bout de sa rangée. Le gâteau était toujours sur ses genoux. Félicitations de ta vraie maman, le lettrage rose tourné vers l'extérieur, visible par tout le monde autour d'elle. Sauf que maintenant ces mots signifiaient quelque chose de totalement différent, parce que 200 personnes venaient d'entendre Lucas Dubois nommer sa vraie mère et ce n'était pas la femme sur le gâteau. J'ai regardé mon fils sur cette scène. Il m'a regardé en retour et il a murmuré 2 mots que personne d'autre ne pouvait voir. Merci. Si vous êtes toujours là, vous savez déjà que ce n'est pas seulement une histoire de remise de diplôme. Il s'agit de qui gagne le titre de maman. Si vous avez déjà soutenu quelqu'un quand personne ne regardait, celle-ci est pour vous. Aimez, abonnez-vous et restez avec moi. La cérémonie s'est terminée. Les familles se sont répandues sur l'herbe. Les diplômés ont embrassé leurs camarades de classe. Les appareils photo ont cliqué. Le soleil de l'après-midi était chaud et l'air sentait l'herbe fraîchement coupée et le parfum bon marché. J'étais près du chêne près du parking quand Vanessa m'a trouvée. Elle est venue vite, ses talons s'enfonçant dans l'herbe, son mascara déjà maculé au coin. Antoine la suivait, les mains dans les poches, la bouche serrée. C'était quoi ça? La voix de Vanessa était aiguë, assez forte pour que le groupe de parents à proximité se retourne. Qu'est-ce que tu lui as dit de dire? Je ne lui ai rien dit. Tu l'as manipulé. Tu as monté mon propre fils contre moi. Lucas est apparu derrière elle, toujours dans sa toge et son mortier, diplôme à la main. Personne ne m'a manipulé, a-t-il dit. Sa voix était égale, calme, la voix de quelqu'un qui avait répété ce moment dans sa tête pendant des années. J'ai écrit ce discours moi-même. Vanessa s'est tournée vers lui. Bébé, je suis ta mère. Je t'ai mis au monde. Je t'ai porté pendant 9 mois. Et puis tu as signé un bout de papier et tu l'as faxé depuis une résidence étudiante, a dit Lucas. Pendant la semaine d'intégration. La bouche de Vanessa s'est ouverte, fermée,
rouverte. Grand-mère m'a dit un jour que tu devais partir parce que tu avais l'école, a poursuivi Lucas. Et tu es allé à l'école pendant 19 ans. Tu es allé à l'école, puis tu as eu une carrière et 2 mariages et tu es allé à Paris. Et c'est très bien, mais tu n'as pas le droit d'arriver à ma remise de diplôme avec un gâteau sur lequel est écrit « Vraie maman » et de faire comme si ces 19 ans n'avaient pas eu lieu. Il a regardé Rita, qui se tenait à 3 mètres, le gâteau toujours dans les mains. Et grand-mère, tu as dit qu'aujourd'hui était la chance de Vanessa, mais c'est ma remise de diplôme, pas son audition. Antoine a fait un pas en avant. Il était resté silencieux pendant tout l'échange, observant avec l'attention minutieuse d'un homme qui monte des affaires pour vivre et sait quand les chiffres ne s'additionnent pas. « Vanessa » a-t-il dit. Sa voix était basse, contrôlée. « Tu m'as dit que la situation familiale était compliquée. Tu m'as dit que tu avais été forcé de l'abandonner. C'est le mot que tu as utilisé, forcé. » Vanessa s'est essuyé les yeux. « Antoine, c'était compliqué. As-tu signé volontairement tes droits parentaux ? J'avais 16 ans. As-tu signé volontairement ? Les gens autour de nous avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Un parent avec un appareil photo l'a baissé. 2 diplômés à proximité se sont tournés pour regarder. Vanessa a regardé Rita pour du secours. Rita s'est avancée, tendant la main vers le bras d'Antoine. « Vous ne comprenez pas notre famille. » Antoine a éloigné son bras. Il m'a regardé. M'a vraiment regardé pour la première fois. Vous l'avez élevé depuis sa naissance ? Oui, ai-je dit. Seul ? Oui. Il s'est tourné vers Vanessa. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux avaient changé. La chaleur était partie, remplacée par quelque chose de froid et de précis. Il ne lui a pas dit un autre mot. Il a redressé sa veste, ajusté sa montre, a traversé l'herbe jusqu'au parking. J'ai entendu sa voiture démarrer, un son net et coûteux, et je l'ai regardé quitter le parking, passer devant le panneau de l'école, passer devant le gymnase et descendre la route vers l'autoroute. Vanessa est restée au milieu de la pelouse dans sa robe émeraude, ses cheveux au beurre attrapant la lumière du soleil, et elle a regardé le seul homme qui l'ait jamais fait vouloir être mère s'en aller parce qu'il venait d'apprendre qu'elle n'en avait jamais été une. Le gâteau était posé sur l'herbe où Rita l'avait mis. Personne ne l'avait touché. Personne ne le ferait jamais. Dans le silence qui a suivi le départ d'Antoine, quelque chose a changé sur le visage de Rita. Elle regardait Lucas. Pas Vanessa. Pas moi. Lucas, debout là dans sa toge et son mortier, diplôme à la main, pompon jaune effleurant son épaule, son petit-fils, le bébé qu'elle m'avait donné 19 ans plus tôt avec une couverture jaune et un ultimatum. Ses yeux étaient humides. Sa lèvre inférieure tremblait pendant un seul instant, peut-être 3 secondes, peut-être 5, j'ai vu quelque chose sur le visage de ma mère que je n'avais jamais vu auparavant. Du regret. Un regret réel et non filtré. Elle a ouvert la bouche et j'ai pensé, c'est ça. C'est le moment où elle s'excuse. C'est le moment où elle dit qu'elle avait tort. C'est le moment où 19 ans de silence se brisent et que quelque chose de réel transparaît. Mira, a-t-elle dit. J'ai attendu. Si tu ne l'avais pas monté contre sa propre mère, rien de tout cela ne serait arrivé. Et juste comme ça, le moment était passé. Les yeux humides se sont asséchés. La lèvre tremblante s'est figée en une ligne ferme. Le regret, si ce fut jamais du regret, s'est effondré de nouveau dans la forteresse de la rectitude dans laquelle Rita vivait depuis avant ma naissance. Gérard se tenait derrière elle, silencieux comme toujours, fixant l'herbe. Il n'avait pas dit un mot depuis son arrivée. Lucas a regardé Rita. Son expression était patiente. Pas en colère, pas méprisante, juste patiente. La façon dont on regarde quelqu'un qui ne peut pas vous entendre, peu importe la clarté avec laquelle vous parlez. Grand-mère, a-t-il dit, personne ne m'a monté. J'ai 19 ans. J'ai des yeux, j'ai des oreilles et j'ai 19 ans de souvenirs. Savez-vous combien de ces souvenirs vous incluent ? 7 Thanksgiving, 3 Noël, une carte d'anniversaire. C'est tout. Il a fait une pause. Savez-vous combien inclut maman ? Il m'a désigné. Tous.
Absolument tous. Elle est dans chaque souvenir que j'ai parce qu'elle était là. Rita n'avait pas de réponse à cela. Il n'y avait pas de réponse à cela. Lucas s'est tourné vers Vanessa. Elle se tenait à 1 mètre. Mascara coulant, bras croisés autour d'elle-même. Je n'essaie pas de te faire du mal, a-t-il dit. Je veux que tu l'entendes. Je ne suis pas en colère. Je ne te punis pas, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il a fait un pas de plus. Si tu veux faire partie de ma vie, tu peux. J'aimerais ça, mais tu dois commencer à partir de maintenant. Pas à partir d'un gâteau, pas à partir d'un discours, pas à partir d'un message Instagram qui dit « Mon fils, ma fierté », alors que tu ne connais pas ma moyenne, le nom de mon meilleur ami. Ou ce à quoi je suis allergique. Vanessa a cligné des yeux. À quoi es-tu allergique? Aux fruits à coque, a dit Lucas. Depuis que j'ai 4 ans. Maman l'a découvert quand j'ai eu des plaques à une fête d'anniversaire. Elle m'a conduit aux urgences à 90 km/h dans une zone limitée à 50. Elle est restée dans la salle d'attente pendant 4 heures, tenant une boîte de jus et priant. Il a fouillé dans la poche de son gilet, a sorti quelque chose de petit, jaune et décoloré. La couverture. La couverture de bébé d'il y a 19 ans. Celle qui m'avait emmailloté en tant que nouveau-né. Celle qui l'avait emmailloté la nuit où je l'ai ramené à la maison. Celle qui avait vécu dans un coffre-fort ignifuge sous mon lit pendant les 14 dernières années. Il l'a dépliée, l'a tenue un instant. Puis il s'est approché de moi, a pris ma main et l'a placée dans ma paume. C'est à toi, maman. Ça l'a toujours été. J'ai tenu cette couverture. Fine comme du papier de soie, douce comme un souvenir, effilochée à tous les bords. Elle sentait le cèdre et le shampoing pour bébé et 18 ans d'être le monde entier de quelqu'un. Je ne pouvais pas parler. Il n'y avait plus rien à dire. Mon fils avait tout dit. Claire a passé son bras autour de mes épaules. Les parents à proximité étaient silencieux. Même l'enfant avec le tuba avait cessé de ranger son instrument pour regarder. Les quelques minutes suivantes se sont déroulées par fragments. Vanessa debout seule sur l'herbe, les bras toujours croisés, regardant le sol, sa robe émeraude prise par le vent, personne ne l'approchant, personne ne lui parlant. Rita tirant Gérard vers le parking sans un mot. Gérard suivant comme il suivait toujours. Aucun d'eux ne regardant en arrière. Le gâteau posé sur l'herbe près du chêne.